On a tous cette image de l'humanité qui construit des gratte-ciel toujours plus haut pour toucher le ciel. Mais il y a d'autres bâtisseurs, plus discrets, qui, eux, choisissent de s'enfoncer dans la terre. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de ces creuseurs obsessionnels. C'est vrai, quand on y pense, toute notre histoire architecturale, c'est une sorte de course vers le ciel. On empile des pierres, on érige des tours, on défie la gravité. C'est une impulsion qu'on retrouve un peu partout, une envie presque universelle de dominer le paysage. Mais voilà, cette histoire ne dit pas tout. En marge de cette course vers le haut, il y a ceux qui se tournent vers le sol. Des personnes, souvent seules, qui, avec des outils tout simples, décident de s'enfoncer dans la terre. Ce sont les bâtisseurs de tunnels amateurs. La question qui vient tout de suite, c'est mais pourquoi? Qu'est-ce qui peut bien motiver une personne à passer des années, parfois toute une vie, à creuser un trou qui, en apparence, ne mène nulle part? Est-ce un simple besoin pratique, une quête spirituelle? On va creuser la question ensemble pour y voir plus clair. Très souvent, à l'origine, on trouve une idée très simple, une tâche presque banale du quotidien. Mais petit à petit, l'acte de creuser lui-même devient plus important que l'objectif de départ, jusqu'à prendre toute la place. Prenez l'histoire de Levon Arakelian en Arménie. On est en 1985 et sa femme lui demande tout simplement de creuser une cave sous leur maison pour stocker les pommes de terre. Une requête on ne peut plus normale, n'est-ce pas? Eh bien, ce projet de cave, qui aurait dû prendre quelques semaines, s'est transformé en une œuvre de 23 ans. 23 ans. L'objectif de départ était complètement pulvérisé par quelque chose de bien plus puissant, une force intérieure qui a tout emporté. À la fin de sa vie, Levon travaillait jusqu'à 18 heures par jour. 18 heures. Et attention, pas avec une pelleteuse, non, juste avec un marteau et un burin. À ce stade, on n'est plus dans la tâche ménagère. On est dans une obsession qui dévore littéralement une vie. Et au final, la cave à pommes de terre est devenue un sanctuaire souterrain absolument incroyable à 21 mètres de profondeur, avec 7 salles, des escaliers complexes, des colonnes sculptées. Arakelian disait qu'il suivait des visions, des rêves divins. Le prétexte pratique a totalement laissé la place à une sorte de vocation mystique. Et le cas de Levon est loin d'être unique. En fait, c'est un schéma qui se répète sans cesse. On pourrait appeler ça le glissement fonctionnel. On part d'une idée pratique, créer un raccourci pour transporter du minerai, construire un abri anti-atomique, ou même juste une cave à vin. Mais la réalité, c'est que ça se transforme en décennies d'obsession. Le projet de départ n'est plus qu'une excuse pour continuer à creuser. Revenons un instant à William Schmitz et son tunnel pour le minerai. Pour qu'on se représente l'effort, il a déplacé, à la main, 5800 tonnes de granit, tout seul, en plein désert de Mojave. C'est un travail de titan pour un projet qui, comme on va le voir, était devenu complètement absurde. Et voilà le point clé de son histoire. En 1920, une nouvelle route est construite, ce qui rend son tunnel totalement inutile pour le transport de minerais. Et pourtant, il a continué à creuser pendant encore presque 20 ans. Il n'a jamais transporté le moindre gramme de minerais à travers son tunnel. C'est la preuve ultime que l'acte de creuser était devenu sa propre raison d'être, sa propre récompense. Alors, au-delà de ce glissement, il faut regarder les motivations plus profondes, plus psychologiques. Car pour certains, le sous-sol n'est pas tant un projet qu'un véritable refuge pour l'esprit. Cette citation assez surprenante, elle vient de Seymour Cray, rien de moins que le père du supercalculateur. Il avait creusé un tunnel sous sa maison, non pas par obsession, mais comme un outil pour réfléchir. L'effort physique et répétitif dans le silence de la Terre lui permettait de débloquer des problèmes d'ingénierie ultra complexes. Creuser, pour lui, c'était une sorte de méditation active qui structurait sa pensée. Et puis, il y a une autre dimension. Dans un monde où l'on se sent de plus en plus exposé, où tout est visible, l'excavation peut devenir la manifestation physique d'un besoin de se cloisonner, de se créer un espace littéralement secret, à l'abri de tous les regards. Le cas d'Harrison Diar est absolument spectaculaire. C'était un scientifique très respecté, un entomologiste de renom. Mais en secret, il menait une double vie hallucinante. 2 familles dans 2 maisons séparées. Et sous ces maisons, il a creusé un réseau de 400 mètres de tunnels avec l'électricité et des murs en briques. Ce labyrinthe souterrain, c'était tout simplement le miroir parfait de sa vie personnelle, compartimentée et cachée. Évidemment, ces obsessions individuelles ne restent pas sans conséquences sur le monde de la surface. Elles peuvent être destructrices, mais parfois aussi incroyablement créatrices. William Lytle, c'est l'exemple parfait du côté sombre de cette pratique. Pendant 40 ans, il a vidé le sous-sol de sa maison à Londres, creusant des galeries dans tous les sens, sans aucun renfort. Le résultat? Des affaissements de terrain, des coupures de courant, il a même failli faire s'effondrer la rue. Les autorités ont fini par l'expulser et remplir ses tunnels de béton. Un vrai cauchemar.
Mais à l'opposé total de cette destruction, il y a la création pure. C'est l'histoire de Baldassare Forestiere, un immigrant sicilien. Il a acheté un terrain aride, impossible à cultiver en surface. Alors il a creusé et il a créé un jardin souterrain luxuriant. Ces galeries créaient des microclimats qui protégeaient les arbres de la chaleur et du gel, leur permettant de donner des fruits là où c'était impensable. Une pure œuvre de génie. L'excavation peut aussi être un acte de défi, un cadeau à une communauté. Après la mort de sa femme, faute d'avoir pu l'amener à l'hôpital à temps, Dashrath Manjhi a décidé de s'attaquer seul à la montagne qui isolait son village. Armé d'un simple marteau et d'un burin, pendant 22 ans, il a taillé une route de 110 mètres, réduisant un trajet de 55 km à seulement 15. Un don monumental. Alors, quand on voit tous ces efforts solitaires, complètement démesurés, comment les interpréter ? Quel est le sens profond de cet acte de creuser encore et encore ? Pour mettre un peu de perspective, regardons l'échelle industrielle. Ça, c'est la profondeur du forage super profond de Kola, en Russie. Plus de 12 km. C'est le trou le plus profond jamais creusé par l'homme. Un projet d'État colossal, avec des moyens quasi illimités. Et ça, c'est le puits de Woodingdean en Angleterre. C'est le trou le plus profond jamais creusé entièrement à la main. Mais attention, par des équipes d'ouvriers payés pour ça, qui se relayaient dans des conditions terribles. Un effort collectif et rémunéré. Et maintenant, remettons nos creuseurs solitaires à côté de ça. William Schmidt, qui traverse plus de 600 mètres de granit seul. Levon Arakelian, qui s'enfonce à 21 mètres avec les outils les plus basiques qui soient. Dashrath Manjhi, qui fend une montagne. Ces exploits, réalisés sans salaire, sans équipe, sans machine, dépassent complètement la logique économique. Ça relève d'une force intérieure qu'on peine à imaginer. On comprend alors que pour ces individus, le but n'est pas d'arriver quelque part. Le tunnel n'a même pas besoin d'être terminé. Tout l'intérêt, toute la finalité, réside dans l'acte lui-même. C'est un dialogue physique, presque infini, entre une personne et la terre. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Combien d'autres histoires comme celle-ci sont en train de s'écrire, dans le silence, en ce moment même, juste sous nos pieds ?